Salut à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui, et cette fois on revient sur un sujet un peu plus classique. On va voir le profil de certains joueurs, prometteurs, mais qui ne jouent pas encore dans un top club. Je me suis fixé comme objectif de ne pas prendre des joueurs qui sont déjà dans le premier tiers de leur championnat. J'en ai pris un pour chacun des 4 grands championnats, et je vais vous les présenter maintenant. Par contre, je suis obligé de vous faire ce message d'avertissement. Par le passé, j'ai cru en Bergogneau, Aubertan et Kakuta, et je les voyais tous comme des stars de l'équipe de France. Donc, mon avis est à prendre avec des pincettes. Donc, on va commencer par le premier nom, qui est le plus connu, mais je n'ai pas encore parlé de lui sur la chaîne, donc c'était vraiment l'occasion de le faire, c'est Sandro Tonali. Alors déjà, physiquement, beaucoup de gens comparent Tonali à Pirlo, et aussi dans le jeu, mais j'ai besoin d'apporter une nuance là-dessus. Et je vais commencer par ce qui est le plus important, c'est physiquement. Certes, Pirlo et Tonali ont un air de ressemblance, mais il y a surtout une petite touche d'Adam Driver dans le mix. Et d'ailleurs, quand on fait le morphing d'Adam Driver et d'Andrea Pirlo, jeune dans un maillot de Brescia, c'est évident, Tonali est probablement leur enfant caché. Et deuxièmement, si on revient sur le côté un peu plus chiant, c'est-à-dire le football, Tonali n'est pas vraiment une copie conforme de Pirlo. Certes, les deux sont des meneurs de jeu en retrait qui vont faire progresser leur équipe sur le terrain, mais pas de la même façon. Le jeu long de Tonali n'est pas encore au point, c'est pas sa force. Sa très grande force à l'heure actuelle, c'est ses dribbles. Il est capable de porter le ballon de façon exceptionnelle. Je dirais qu'à l'heure actuelle, il me fait plus penser à Tanguy Ndombele, et même pour les aspects négatifs de Tanguy Ndombele dont on a parlé dans le podcast précédent. C'est-à-dire qu'il peut avoir une certaine nonchalance et rater des passes faciles, mais aussi dans les efforts défensifs où il se montre parfois complètement désintéressé par ce qui se passe. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que le contexte de Brescia, c'est-à-dire une équipe qui est vouée à descendre, fait qu'il se permet ce genre d'attitude, ou s'agit-il d'un problème plus profond de mentalité? Ça, on peut pas le savoir cette saison, et ce sera quelque chose à surveiller quand il sera transféré. Mais malgré ça, bien sûr, je lui vois un avenir brillant, et je pense qu'il n'y a aucune raison qui pourrait l'empêcher de progresser sur ses défauts, c'est-à-dire l'attitude que j'ai évoquée, mais aussi sa capacité à jouer long. Actuellement, il perd trop de ballons en le faisant. Il a déjà 3 sélections chez les A, a priori son avenir est tout tracé. Deuxième joueur, et cette fois-ci on se dirige vers l'Espagne. Quoi? Ah, désolé, oui. Non, on se dirige vers le Pays Basque, je veux pas de problème. Et on va parler de nouveau de leur gardien, Unai Simon. Alors forcément, quand on dit ça, ça évoque Kepa, et donc ça donne des sueurs froides aux supporters de Chelsea. Et d'ailleurs, leurs destins sont complètement liés. Unai Simon a eu sa chance en équipe première suite au départ brusque de Kepa. Et depuis, cette saison, il est devenu le gardien numéro 1, et il attire des comparaisons avec David De Gea. Il a une vraie capacité à être spectaculaire, que ce soit sur sa ligne avec des arrêts, ou avec ses sorties dans les pieds de l'attaquant qui se présente en 1 contre 1, où il garde ce buste droit, et ce qui fait qu'il arrête de temps en temps des ballons en se le prenant en plein dans la tronche. C'est pas forcément très esthétique, mais c'est efficace. Les post-shot expected goals montrent que c'est un gardien très efficace pour arrêter le ballon, mais il y a quand même quelques bémols à apporter. Donc déjà sur sa capacité à arrêter le ballon, je pense qu'il y a 2 choses qu'il faut noter. Tout d'abord, il a eu des matchs avec une franche réussite. Je pense notamment au match face au Real Madrid, où les adversaires ont touché de nombreuses fois le poteau, mais aussi, depuis une blessure musculaire qu'il a eue en janvier, ses statistiques devenaient de moins en moins flatteuses, même si elles restaient très bonnes. Enfin, point faible dans son jeu, il a tendance à rester scotché sur sa ligne lorsqu'il y a des centres, alors qu'il a tous les outils physiques, avec son 1m90, pour pouvoir s'imposer dans les airs. Mais j'y vois rien d'éliminatoire sur son avenir. Clairement, sa clause libératoire de 50 millions d'euros va faire réfléchir des gens cet été. Et je croise les doigts pour que ce soit Chelsea qui la lève, pour qu'on se marre un peu. Troisième joueur, je l'ai jamais évoqué, je pense que la plupart d'entre vous ne le connaissent pas, je parle de Josip Brekalo. Ça doit pas du tout se dire comme ça, mais désolé, je ne parle pas croate. Il joue pour Wolfsburg, et d'ailleurs, je voudrais faire une petite pause pour évoquer leur maillot. Je tiens à féliciter leur audace. C'est pas franchement réussi, mais on va s'en souvenir longtemps de ce maillot. Si on revient à Brekalo, c'est un ailier gauche qui avait l'étiquette d'être un prodige croate. Il a signé à Wolfsburg à 18 ans pour 10 millions d'euros. Et jusqu'à présent, sa carrière, c'est pas une franche réussite. Il a toujours pas réussi à complètement s'imposer comme un titulaire indiscutable. Mais dans une équipe de Wolfsburg qui est très défensive, en Bundesliga, il a eu l'équivalent de 12 matchs complets à jouer. Et sur ce temps de jeu-là, il a effectué 4 passes décisives et il a mis 3 buts. Mais au-delà de ça, dans le jeu, il a une vraie qualité pour réorienter le jeu. Parfois, on a l'impression qu'il n'a pas pris l'information parce qu'on a l'impression qu'il regarde ses pieds quand il dribble, mais d'un coup, en fait, il va écarter de l'autre côté et on se rend compte que non, en fait, il a une vraie maîtrise de l'espace. Dans l'idée, il me fait penser à un Franck Ribéry en moins explosif, car il a la même multiplication de touches courtes pour éliminer ses adversaires, et même s'il est relativement petit, il se fait pas bousculer comme ça, et avec son agilité et sa capacité à défendre son ballon, il va toujours trouver une solution. Bref, un joueur à suivre. Enfin, le dernier nom que je souhaitais évoquer, c'était Emiliano Buendia, qui joue à Norwich, et lorsqu'ils ont eu de bons résultats en début de saison, tout le monde s'est mis à parler de Teemu Pukki. Ferme la porte à la Pukki.
Ouais, désolé pour cet extrait d'Aya Nakamura. Mais l'autre homme derrière l'attaque de Norwich, c'est bien Buendia. Il en est déjà à 7 passes décisives, mais il faut bien noter que même si c'est un droitier qui joue à droite, en réalité c'est un joueur qui va régulièrement se repositionner dans l'axe du terrain et jouer comme un vrai numéro 10. Cette position à droite correspond plus à son rôle défensif. Et comme tout numéro 10 qui se respecte, ce qui fait sa force, c'est sa qualité de passe et de vision de jeu. Il trouve très régulièrement les espaces derrière la défense pour mettre ses coéquipiers en situation idéale. Autre qualité remarquable dans son jeu, c'est un excellent dribbleur et donc il conserve extrêmement bien le ballon. Dans les statistiques, ça se traduit par le fait qu'il est le 3e joueur avec le plus de dribbles réussis en première ligue, et parmi les 40 joueurs qui ont réussi le plus de dribbles, il est celui avec le plus haut pourcentage de réussite. Il réussit plus de 3/4 de ses dribbles. Et au-delà des statistiques, quand on le voit jouer, on comprend pourquoi. Il est impossible de lui prendre le ballon et il élimine très facilement ses adversaires en jouant avec son corps. Bémol cette année, c'est sa capacité à marquer, parce qu'il s'est créé quelques occasions, mais pour le moment, il est toujours à 0 but. C'est probablement un manque de chance, car les saisons précédentes en 2e division, il a marqué 8 et 7 buts. Et vu son adaptation à la première ligue pour le reste, il n'y a pas trop de raison de se faire du souci. C'est un joueur dont le potentiel est certain, car contrairement à d'autres numéros 10, il a su montrer qu'il était capable de garder son influence sur le jeu en jouant sur un côté et en respectant ses tâches défensives. J'aimerais vraiment voir ce qu'il donnerait entouré d'attaquants de classe mondiale. Voilà, c'était les 4 joueurs que je voulais vous présenter. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me dire si vous voyez leur match, si vous êtes d'accord avec moi ou pas, mais aussi s'il y avait d'autres noms que vous auriez aimé que j'évoque. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo.